Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 8e conférence du cycle Images des sciences, sciences des images. Donc la 8e et la dernière du cycle qui nous aura fait voyager dans beaucoup de domaines scientifiques. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un domaine scientifique très particulier, d'une certaine façon, qui est celui des mathématiques. Alors on a le plaisir et l'honneur d'avoir comme conférencier Étienne Gis. Étienne Gis est un mathématicien, spécialiste de géométrie, de systèmes dynamiques et de plein de choses. Mais c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement investi dans toutes les activités de médiation et de présentation de la science et des mathématiques au grand public. Il anime des séries de podcasts sur le site de l'Académie des sciences. Je vous invite à aller les écouter. Et il a reçu plein de distinctions, en particulier pour sa science avec la médaille d'argent du CNRS, mais aussi pour sa médiation avec le prix Clay, la médaille de la médiation du CNRS. Alors, ça nous semblait intéressant d'avoir dans ce cycle quelque chose qui offre ce regard sur une science un peu différente des sciences expérimentales qu'on a vues jusqu'à présent, qu'elles soient du côté des sciences du vivant ou du côté des sciences d'observation, de la physique ou de l'astrophysique ou des images artificielles avec l'informatique. Et donc, c'est un plaisir de lui laisser la parole pour nous parler de mathématiques et de savoir si visualiser les mathématiques, c'est possible ou pas. On aura sans doute la réponse dans pas longtemps. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci beaucoup Patrick pour cette gentille présentation. J'en profite pour vous dire à tous qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Patrick. Alors, je me réjouis vraiment de voir qu'un titre, une conférence dont le mot contient mathématiques ne décourage pas les gens. Pourtant, je suis assez habitué à cette réaction automatique. Dès qu'il y a mathématiques dans un titre, on oublie. Mais merci donc d'être venu. Donc, vous avez vu le titre, ça concerne les images dans les mathématiques. Alors, je vais essayer de... C'est une question très compliquée, je vais faire ce que je peux dans le temps qui m'est imparti. Je voudrais commencer par vous montrer une image. C'est un vieux manuscrit qui date du XIIIe siècle. C'est l'un des plus anciens manuscrits d'Archimède. Il est écrit en latin. Je suis à peu près incapable de le lire. Mais ce que je trouve intéressant dans cette image, c'est que justement les figures, les images sont intrinsèquement mêlées au texte, sont mélangées avec le texte. Et puis, ça mène à une question qui préoccupe les historiens des sciences d'ailleurs, c'est est-ce que les images sont là pour aider la lecture ou est-ce que le texte est là pour comprendre les images? C'est vraiment peut-être le débat d'aujourd'hui. Je crois que ça dépend des mathématiciens. Moi, clairement, quand j'ouvre un livre de maths, je regarde les images, comme quand j'étais petit, je regarde les images dans les livres avant de lire le texte. Les images sont pour moi le principal, et ensuite j'essaye de comprendre en me connectant au texte. La vérité, c'est que les historiens ne sont pas d'accord, mais c'est un peu compliqué comme question, parce que bien entendu, on n'a aucune idée précise de ce à quoi ressemblaient les manuscrits d'Euclide ou d'Archimède. Là, ce sont des copies, de copies, de copies, de copies. On n'a aucune idée de savoir comment ils se sont déformés au cours du temps. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelques exemples. Mais avant de montrer quelques exemples, regardez un peu. Il y a des livres de maths où il n'y a aucune image. C'est ceux qui ne me plaisent pas beaucoup. Et il y a même des livres, on m'a offert un livre, une de mes étudiantes russes m'a offert il y a quelques années un livre où il n'y a aucun texte. Il n'y a que des images. Voici une page. C'est un livre que j'aime bien parce que on est supposé regarder une figure, une image. En la regardant bien, on comprend qu'elle pose une question. La question n'est pas explicitée. On comprend qu'elle pose une question et votre rôle, c'est non seulement de trouver la question qui est sous-entendue par l'image et ensuite d'essayer d'y répondre, mais surtout sans rien écrire, de tête. Et il y en a je crois qu'il y a 400 pages, ce livre, avec des milliers d'exercices de cette nature qui sont
amusant, on peut se délecter. Ce livre est bien sûr sur Internet, on peut le trouver gratuitement. Alors, avant de commencer, je vous propose qu'on réfléchisse un tout petit peu à ce qu'est une image. Alors, j'ai pris tout simplement le dictionnaire. Je me suis rendu compte que j'aurais dû prendre le dictionnaire de l'Académie, je suis désolé. J'ai pris le dictionnaire j'ai pris le Littré. Et voici ce qu'on trouve comme définition. On trouve qu'une image, ça peut être une représentation perceptible d'un être ou d'une chose. C'est perceptible. On doit pouvoir le toucher avec nos sens. C'est ce qui imite, ce qui ressemble. Encore une fois, une image n'est jamais une perfection. C'est une représentation des objets dans l'esprit, dans l'âme, une représentation des personnes dans l'esprit, dans le souvenir, ou une idée. Et l'idée, ça nous mène, je ne vais pas faire beaucoup de philosophie aujourd'hui, mais ça nous mène un peu aux idées platoniciennes dont je vais parler un tout petit peu dans un instant. Alors les images, il faut peut-être les classer en plusieurs sortes. Il y a des images qu'on peut appeler fonctionnelles. Ce sont celles qui vont le plus m'intéresser aujourd'hui. Ce sont des images qui sont faites, fabriquées dans un but précis. Alors ça peut être un but de pédagogie, pour expliquer et apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Ça peut être publicitaire pour convaincre, et vous savez tous que convaincre et démontrer, ce n'est pas la même chose. Ça peut être journalistique pour informer, et ça peut être aussi poétique, où là, peu importe la réalité qu'il s'agit de représenter. Et puis il y a aussi des images mentales dont je dirais quelques mots vers la fin. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite idée de l'histoire des images en mathématiques. Alors, si on commence dans l'Antiquité, c'est ce que je disais à l'instant, on est vraiment dans la philosophie platonicienne, où le géomètre, le mathématicien, dessine des cercles, des triangles, tout ce que vous voulez, sur du sable, sur du parchemin ou je ne sais quoi, et ces dessins ne sont là que pour représenter un objet qui existe dans un monde supérieur. Alors, voici un exemple que je trouve intéressant, qui montre à quel point l'histoire des manuscrits est compliquée. Vous avez à gauche, encore Archimède, un extrait de son livre merveilleux, là où il invente le nombre pi, où il calcule le volume de la sphère, etc., qui est aussi un manuscrit il y a très longtemps, donc 14e siècle, si je ne me dis pas de bêtises. Et puis, à droite, vous avez une figure, et vous avez la transcription de cette figure en termes modernes. Et vous voyez que c'est très, très étonnant qu'il s'agit à droite de représenter un polygone qui a, si je compte bien, 12 côtés, un dodécagone. Et puis, à gauche, mais pourquoi diable Archimède aurait dessiné les segments comme des bouts de cercle, comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a... On peut imaginer quand même que Archimède savait tracer un segment de droite. Eh bien, il dessine ce truc comme ça. Alors, il y a plusieurs historiens qui se déchirent sur cette question, et certains disent qu'il dessinait faux, exprès, pour distinguer la figure qu'il dessine de la figure qu'il imagine dans le monde des idées platoniciennes. Est-ce que ces historiens ont raison ou tort? C'est assez étonnant de voir comment on peut dessiner un polygone à 12 côtés formé de 12 arcs de cercle comme ça. En tout cas, la question me semble assez fascinante. Et d'ailleurs, je vais vous lire Platon. Écoutez bien, ce sera la seule citation de Platon, rassurez-vous. Les géomètres font usage de figures visibles. Alors, en grec, c'est un mot comme diagramme. Et sur ces figures, ils construisent des raisonnements sans avoir à l'esprit ces figures elles-mêmes, mais les figures parfaites. Les figures parfaites, ils les appellent des schémas, en grec. Mais les figures parfaites, dont celles-ci sont les images. Toutes ces figures qu'ils modèlent ou dessinent, ils les emploient comme si c'était aussi des images pour arriver à voir ces objets supérieurs qu'on n'aperçoit que par la pensée.
Donc vous voyez qu'à cette époque, il y a cette idée que le but du géomètre, ce n'est pas de dessiner la réalité. Non, c'est d'accéder à des vérités suprêmes qui se trouvent dans des espaces philosophiques platoniciens. Alors tout ça, c'est bien sûr de la philosophie, mais quelques physiciens, d'ailleurs, et mathématiciens, ont réfléchi un peu à ces questions de savoir si le monde des mathématiques est dans le réel, ou est-ce qu'il est dans ma tête des électrons, est-ce qu'il est dans un monde platonicien, philosophique. Alors moi, il y a un dessin que j'aime bien, qui a été fait par le physicien Penrose, qui explique que nous vivons dans un monde avec trois globes, en quelque sorte. Il y a le monde physique, que vous voyez en bas à droite, le monde physique, donc les réalités physiques. Il y a le monde mental, en gros ce qu'il y a dans ma tête, avec des neurones qui communiquent ou communiquent pas. Et puis il y a ce monde platonicien, le monde des idées platoniciennes. Alors vous voyez que ce dessin aussi suggère que les connexions entre ces trois mondes ne sont pas totales. Vous voyez que le monde physique ne va que dans une partie du monde platonicien, qui laisse une place à des choses qui ne sont pas physiques, et réciproquement, le monde platonicien ne va que dans une partie du monde mental, etc. Là aussi, les philosophes, les mathématiciens, les neuroscientifiques ont tous des idées différentes sur cette question. Moi, j'aime bien ça parce que ça correspond un peu à ma façon de voir les mathématiques. Elles sont à la fois physiques, à la fois mentales et à la fois idéales. Alors, changeons maintenant de période. On va sauter quelques siècles et on va se retrouver à la Renaissance. Et à la Renaissance, les artistes, les graveurs, commencent à dessiner le réel. C'est la première fois qu'on essaye de faire des dessins exacts de ce qu'on voit autour de soi. Vous avez là un dessin de Dürer, le fameux graveur, et puis un autre dessin qui est encore plus célèbre et que je trouve assez symptomatique du changement dans l'idée de dessiner. N'oublions pas que faire de la géométrie, ce n'est rien d'autre que dessiner. Il faut dire ça aux enfants. La géométrie, c'est juste la même chose que le dessin. Et voici un autre dessin assez classique où on voit l'invention, peut-on dire, de la perspective, où on essaye de dessiner, d'imager un objet. Alors l'objet, c'est un luth ou enfin un instrument de musique qui est à gauche. Et vous voyez les dessinateurs là, qui tendent des cordes, ils regardent où la corde traverse le plan vertical, et puis peu à peu, ils font des petits trous dans une planche, et puis ils arrivent à dessiner la vue de cet objet. Vous voyez, c'est une des premières fois qu'on essaye vraiment de représenter le réel sur du papier ou sur un tableau. Pensez que si vous prenez les œuvres de Euclide, qui sont les éléments d'Euclide, la plupart des mathématiciens considèrent non pas ça comme la Bible, mais comme une espèce de texte préliminaire à toute la théorie mathématique, jamais Euclide ne penserait à un rectangle comme un champ, ou jamais Euclide ne penserait à un cercle comme le soleil. Non, jamais il n'y a le moindre lien entre ce qu'il dessine, et il dessine dans les éléments d'Euclide, il y a beaucoup de dessins, mais jamais c'est mis en contact avec le réel, et il faut attendre cette période pour avoir des représentations du réel à travers des dessins mathématiques. Et puis ensuite, il y a d'autres grands savants. Plus Dürer était un mathématicien, c'était plutôt un dessinateur qu'un mathématicien, mais après vous avez Desargues, je vous ai mis les dates là, 1591, 1661, qui, à cette époque, on a du mal à savoir si c'est un mathématicien. C'est un mathématicien. Il invente en gros ce qu'on appelle aujourd'hui la géométrie projective, mais surtout, c'est aussi un architecte. Il dessine des ponts, des maisons. On dit, je ne sais pas si c'est vrai, que le grand escalier magnifique dans la mairie de Lyon a été dessiné par Desargues. Et vous voyez là-haut, il signe
tous les livres et tous les articles des arcs sont signés SGDL. Sieur Girard Desargues, lyonnais. Et effectivement, il a passé presque toute sa vie à Lyon, quelquefois à Paris, pour se disputer avec quelques géomètres parisiens. Mais vous voyez qu'il fait des dessins qui correspondent à des questions architecturales. Et puis, voici un autre dessin, vous voyez, qui fait des choses extrêmement précises. Ce dessin de Desargues est censé représenter en perspective un cadran solaire. Toutes des choses très concrètes, finalement. Le malheur pour Desargues, c'est que personne ne comprenait ce qu'il faisait. Il voulait écrire des choses que tout le monde pouvait comprendre, à commencer par des architectes ou des artisans. Et donc, il a considéré que le vocabulaire utilisé par les mathématiciens de l'Antiquité était trop compliqué, qu'il fallait rénover. Par exemple, on a toujours dit un cylindre, pour dire un cylindre. Et lui, il trouve que c'était trop compliqué comme mot, alors il disait un rouleau. Et donc tout son livre est écrit dans un vocabulaire absolument incompréhensible. Donc le pauvre a été très mal compris. Il n'a été compris que par Pascal, ce qui n'est pas si mal. Quand on continue un peu plus tard, le suivant, c'est Monge, Gaspard Monge, qui, sur la fin du XVIIIe siècle, est le grand maître dans l'invention de ce qu'on appelle la géométrie descriptive. Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous ne savent pas trop ce que c'est. Ça a été imposé à tous les élèves de l'école polytechnique pendant très longtemps, je pense que jusque les années 50, 1950 au moins. Pour résumer, c'est un peu un précurseur du dessin industriel. Il s'agissait de faire des figures, des dessins qui représentent des objets de telle façon que celui qui veut le construire puisse avoir suffisamment d'informations pour le construire. Là, vous voyez là, par exemple, ce dessin à droite, il y a deux parties, une partie supérieure, une partie inférieure. En fait, l'idée est très simple. Sur la partie supérieure, on montre la projection de l'objet qu'on veut dessiner sur un plan, et sur la partie inférieure, une autre projection sur un plan orthogonal, ce qu'on appelle une épure. Et ces deux dessins sont censés représenter l'objet. Et là encore, on est très près du début de ce qu'on peut appeler les mathématiques appliquées. On fait des dessins qui vont être utiles à l'artisan. Et c'est magnifique, parce que quand on regarde les textes de Monge, on voit toute l'empathie qu'il a avec le monde des artisans, avec les sculpteurs, avec les architectes, etc. Toute sa vie, Monge a été critiqué par les grands mathématiciens prestigieux, les Laplace, etc., qui se moquaient de lui parce qu'il faisait des dessins. Mais lui, il dessinait. Il aimait bien. Il aimait bien dessiner. Il a écrit, par exemple, de très beaux articles sur les ombres et les pénombres. Comment on dessine l'ombre et comment on dessine le pénombre. Et c'est très mathématique, c'est le début de ce qu'on appelle la théorie des surfaces développables. Alors, ça, c'est Monge. Et puis après, arrive une espèce de... Voici un autre exemple de dessin de Monge. Vous voyez, c'est pas si facile. Vous avez deux cylindres qui s'interceptent. Il faut dessiner l'intersection de ces deux cylindres. C'est un tour de force, quand même. Et puis arrive le début du XIXe siècle. En France, une espèce de crise, tout à coup. Allez savoir pourquoi. Les dessins deviennent mal vus, interdits, péché mortel. On n'a plus le droit de dessiner. Et il y a un exemple très, très symptomatique, c'est un livre très important de Lagrange, le grand Lagrange. Lagrange a fait beaucoup de choses, mais parmi les choses qu'il a faites, on peut dire qu'il a géométrisé de la mécanique. Ce n'est pas la peine que je vous explique le détail, mais c'est de prendre le mouvement des corps célestes ou de toute la mécanique céleste et de trouver le formalisme qui permet de décrire tout ça en géométrie. Mais son livre majeur, qui encore aujourd'hui reste un livre très important, contient l'avertissement suivant. Le lecteur ne trouvera pas d'illustration dans cet ouvrage.
les méthodes que je propose ne nécessitent pas de construction ou de raisonnement mécanique ou géométrique, mais seulement des opérations algébriques assujetties à une règle de procédure régulière et uniforme. Ah bah la géométrie, vive l'algèbre. Et d'une certaine manière, on est en train là de trouver la dichotomie ou la frontière entre ce que je vous ai au début, quand les mathématiciens qui ouvrent un article de maths, il y en a qui regardent que le texte d'abord, puis après peut-être les figures pour comprendre mieux, ou ceux qui regardent les figures et qui regardent le texte après pour mieux comprendre. Pour simplifier, c'est cette rupture entre les géomètres et les algébristes. Il y a un livre très connu d'algèbre qui, pour plaisanter, explique au début, dans l'introduction, que les algébristes ont le fonctionnement, c'est une bêtise, hein, le cerveau gauche qui travaille et les géomètres le cerveau droit. Ça n'a aucun sens, mais ça consiste à dire une chose qui est véritable, c'est que dans le monde des mathématiciens, il y a ceux qui sont plutôt géomètres et ceux qui sont plutôt algébristes. Alors, ça continue jusque le XXe siècle, au moins en France. Hein. Ça continue, et je vais vous citer un autre exemple que j'aime bien, qui montre à quel point c'est devenu un péché mortel de faire des images. C'est le grand Jean Dieudonné. Dieudonné, l'un des plus grands mathématiciens très importants du XXe siècle, l'un des défenseurs de l'introduction des mathématiques modernes, écrit ceci. C'est ainsi qu'il serait désirable de libérer l'élève, dès que possible, de la camisole de force des figures traditionnelles en parlant le moins possible. Donc il encourage les profs de collège ou de lycée, ou même d'école primaire, à éviter de dessiner des rectangles, des triangles, des cercles devant leurs élèves qui sont une camisole de force. Alors ça a fonctionné pendant un certain temps, en gros ma génération, hein, et c'était vraiment le modèle. Alors je vais vous donner un exemple typique, c'est un peu caricatural, mais je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Vous savez peut-être qu'un groupe de jeunes mathématiciens, en 1936 ou 1937, j'ai oublié, se réunissent et décident de faire un groupe pour renouveler la définition, la vision des mathématiques. Ils fondent le groupe Bourbaki. Et ce groupe Bourbaki a comme ambition de reprendre toutes les mathématiques à partir du début et d'écrire une espèce d'encyclopédie complète qui explique tout à partir du début. Les membres de ce groupe sont élus, sont choisis par cooptation, comme on dit, et quand ils atteignent l'âge vénérable de 50 ans, dehors. Et on recrute quelqu'un d'autre. Ce groupe existe encore aujourd'hui, et donc ils ont écrit une grande encyclopédie qui ne contient aucune figure. J'exagère, il y a une figure. Et Jean Dieudonné était l'un de ceux qui promouvaient cette camisole de force des images. Alors voici mon anecdote. Le groupe Bourbaki organise régulièrement un séminaire Bourbaki où il invite un mathématicien à présenter le travail de quelqu'un d'autre. C'est très original et c'est très, très productif. On demande à quelqu'un, est-ce que tu peux raconter le théorème d'un tel? Et j'avais été invité, il y a un certain nombre d'années, à présenter le travail de Madame Kuperberg. Et pour comprendre son travail, on est obligé de dessiner, obligé. Et il y avait un dessin crucial, et je peux vous dire que j'avais passé du temps à le faire. Voici le dessin que je devais faire. C'est compliqué, je ne vous demande pas de comprendre ce que ça veut dire. Donc je m'étais appliqué à faire ce dessin, et dans mon exposé au séminaire Bourbaki, j'avais présenté ce dessin. Et bon, j'étais assez content de moi, j'avais fait un bon exposé. À la fin de l'exposé, je vois un très grand maître, grand mathématicien, descendre les escaliers de cet amphithéâtre. Et je le voyais arriver vers moi, je dis « Qu'est-ce qu'il va me dire ?» Et il arrive et il me lance l'injonction suivante, que je n'ai pas oubliée encore aujourd'hui. Il m'a dit « C'est intéressant ce que vous avez raconté, mais est-ce que c'est des mathématiques ?»
Il avait donc le sentiment qu'une image n'a pas le droit de citer dans le monde des mathématiques. Bon, c'est un point de vue qui a fonctionné un certain temps, qui fonctionne encore souvent. Une autre anecdote, à peu près à la même époque, non, un petit peu avant, à l'époque, je préparais mon DEA, diplôme d'études approfondies, un peu l'analogue du M2 d'aujourd'hui, et j'avais un professeur qui m'avait donné un travail à faire. Et lui, il ne m'avait dit surtout aucune figure. Hein. Et donc j'avais rédigé un texte, mais pour comprendre, c'était un truc hyper abstrait, topologie semi-simpliciale. Et j'avais fait des petites figures pour moi, pour comprendre mon texte. Mais bien sûr, au professeur, j'avais rendu le texte sans les figures. Il a corrigé ma copie, et il m'a rendu ma copie corrigée. Et j'ai vu qu'en corrigeant ma copie, dans ma copie, il avait fait les petits dessins, les mêmes que les miens. Un autre exemple, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, Grothendieck, a écrit beaucoup d'articles magnifiques. Et récemment, après son décès, on a retrouvé chez lui un grand nombre de manuscrits très variés, avec beaucoup de choses. Et là, je découvre à ma grande surprise que Grothendieck passait son temps à dessiner des petits croquis, des petits machins, des trucs, pour comprendre. Mais il ne le mettait pas dans ses textes parce que, on va en parler après. Alors ça, c'est en France, mais en Allemagne, vers la fin du XIXe siècle, il y a eu d'autres aspects, en particulier quelques mathématiciens allemands ont promu l'idée qu'il fallait qu'on puisse toucher les maths. Donc il y a eu toute une période où on produisait des objets mathématiques qu'on déposait typiquement dans les salles de café. Là, vous avez donc une surface cubique avec ses 27 droites et qui était disposée, sauf erreur, à Göttingen. Et puis c'était justement une idée volontaire que les maths devaient être associées à des objets concrets. Alors, cette chose existe encore aujourd'hui. Même maintenant, on fait de plus beaux objets. Voici le même objet en métal qu'on trouve à l'université de Tokyo. J'ai pris cette photo-là à Tokyo. On aime bien toucher. Je pense que Dieudonné n'aurait pas apprécié. Pourtant, bon, peu importe. Alors, toujours pour rester avec les Allemands, je voudrais vous parler de cet Allemand très connu qui s'appelle David Hilbert. David Hilbert était en effet peut-être le chef de file des mathématiques allemandes au fin du XIXe siècle et début du XXe siècle. Et en 1900, il y a eu une conférence à Paris et il a fait une conférence célèbre dans laquelle il a proposé pour le XXe siècle 23 problèmes qui lui semblaient importants. Et il a bien fait, puisque sur les 23, presque tous sont résolus aujourd'hui. Et cette liste de 23 questions a été vraiment une espèce de fil rouge pour le développement des mathématiques au XXe siècle. Mais je voudrais insister sur quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'avant de commencer à exposer ces 23 problèmes, il y a ce que j'appelle le 0e problème, que personne n'a lu ou presque, et que je vais vous lire quelques extraits, dans laquelle justement Hilbert se lamente que les mathématiciens n'ont pas réussi à s'approprier des images. Alors regardez ce qu'il dit. Il dit ceci, dans l'introduction de sa conférence. À de nouveaux concepts, il faut associer de nouveaux signes. Nous devons les choisir de telle sorte qu'ils nous rappellent les phénomènes qui ont formé ces concepts. Les figures sont des signes qui nous rappellent l'intuition spatiale utilisée dans ce but par les mathématiciens. Qui n'utilise pas en simultané avec l'inégalité A plus petit que B plus petit que C l'image de 3 points qui se suivent sur la droite? Qui pourrait se passer d'un triangle, d'un cercle et de son centre, ou de 3 axes orthogonaux? Ensuite, il dit « L'utilisation des signes géométriques comme outil de preuve rigoureuse présuppose la connaissance
et la maîtrise des axiomes qui sont sous-jacents à ces figures. Pour pouvoir incorporer ces figures géométriques dans le trésor des signes mathématiques, il est nécessaire de commencer par une analyse rigoureuse de leur contenu conceptuel. De la même manière que lorsqu'on ajoute deux nombres, on doit placer les chiffres correspondants, l'utilisation et la combinaison des figures géométriques doit être régie par des règles précises. Autrement dit, il appelle, et ça a été que partiellement entendu, à ce que les mathématiciens développent un usage des figures et des images de la même manière que nous savons tous que A fois B plus C égale AB plus BC, ou des choses comme ça, qu'on apprend à l'école à maîtriser l'usage des symboles algébriques. Alors, certains progrès ont été faits, mais pas trop. Je vais vous donner quelques exemples qui prouvent que des figures peuvent pénétrer, envahir les formules. Voici une équation qu'on trouve dans un article de probabilité, à vrai dire. Et vous voyez que les petits diagrammes, les petits croquis, les petits dessins sont rentrés dans la formule. Ou alors vous avez maintenant, très souvent, vous voyez qu'on a des articles où des images pénètrent dans le contenu de l'article. On approche, mais à ma connaissance, 125 ans après Hilbert, on n'a toujours pas atteint le but qu'il se proposait de dominer complètement l'usage des images. Alors regardez, depuis peu, ça veut dire 30 ans, c'est pas beaucoup 30 ans par rapport à l'histoire des maths, il y a eu des améliorations. Alors je vais vous donner un exemple que j'aime bien. William Thurston est un de mes idoles, qui est décédé maintenant, un très très grand géomètre, et il a eu beaucoup d'étudiants. Et parmi ces étudiants, l'un d'entre eux a commencé à faire une thèse avec lui, et puis ça ne marchait pas bien. Et puis il a été voir Thurston, il a dit non, je n'arrive pas à démontrer de théorème, mais par contre, ce que je sais faire, je suis assez bon en informatique, je suis capable de faire une espèce de dictionnaire virtuel d'objets mathématiques, variété hyperbolique comme on dit aujourd'hui. Et donc Thurston a été suffisamment intelligent pour convaincre le département de mathématiques de Princeton que oui, on peut faire une thèse en mathématiques sur des images. Et en effet, ceci s'est transformé en un logiciel qui s'appelle Snappy, c'est absolument incroyable. On peut, j'allais dire, tourner les pages, c'est un peu comme un atlas qui représente des milliers, si ce n'est pas des millions, d'objets géométriques et qui sont extrêmement visuels. Puis je vais montrer deux autres exemples que j'aime bien, un exemple de Thurston également. Ça va aller vite, je ne vous demande pas de comprendre. C'est un théorème qui date des années 50, qui dit que quand on a une sphère, on peut la déformer continuellement pour que l'intérieur devienne l'extérieur et l'extérieur devienne l'intérieur. Alors, voici quelques petites images qui illustrent ce phénomène, et je vais vous montrer un film très court, et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de comprendre, d'une part parce que vous allez voir qu'un tout petit bout du film qui dure en fait une demi-heure, et d'autre part parce que je l'ai mis à vitesse multipliée par 2, donc si vous ne comprenez pas, c'est normal. Alors regardez comment la sphère jaune se transforme continuellement et devient violette. Alors je pose la question, est-ce que ce que vous avez sous les yeux, est-ce que c'est une démonstration mathématique? Est-ce qu'on peut dire, voilà, vous avez sous les yeux une démonstration? Alors vous allez dire, non, c'est pas sûr parce que c'est pas écrit avec ce qu'on a appris en mathématiques, avec des phrases, des lemmes, des corollaires, etc. Mais vous avez là quelque chose qui, si on le regarde bien, si on l'analyse bien, si on en croit ce que dit Hilbert, est un vrai objet mathématique qui, selon moi, est proche d'une vraie démonstration mathématique. En tout cas, si je vous promets si je vous mettais
l'article initial qui démontrait ce théorème, totalement incompréhensible, à moins que vous ayez fait des études de géométrie de topologie différentielle pendant plusieurs années. Donc là, je pense qu'il y a là une visualisation des mathématiques qui transcende en quelque sorte l'exemple qui devient presque une démonstration. On n'a pas encore atteint le but proposé par Hilbert, mais on n'y est pas loin. Alors, maintenant, je voudrais insister sur une chose qui me semble très importante, c'est que les images en maths peuvent avoir plusieurs aspects. Il y a des images pour le chercheur, il y a des images pour l'enseignant, et puis il y a les images pour le vulgarisateur. Ce sont des buts totalement différents. Et les images de l'un ne servent pas à l'autre. Par exemple, les images que je vous ai montrées pour retourner la sphère, je ne prétends pas que c'est destiné au commun des mortels, c'est destiné à des mathématiciens qui veulent comprendre comment ça marche. Et que de la même manière que des images qui sont faites dans le but d'enseignement n'ont pas non plus la mission d'être utiles aux chercheurs, ni même aux vulgarisateurs. Alors je vais vous montrer quelques exemples dans ce sens. Pour les chercheurs, alors je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais moi je vais vous dire que pour la recherche, on n'a pas besoin d'images. Le chercheur mathématicien travaille avec des images mentales. Il n'a pas besoin, et même on voit mal comment une image peut l'aider dans sa recherche, à part quelques toutes petites exceptions, je vais essayer de vous en montrer 2 ou 3. Mais à mon avis, l'image n'a pas de rôle dans la partie recherche. Alors je vais vous montrer une ou 2 images, mais avant cela, on va lire une petite page de Poincaré. Ça ne fait jamais de mal. Poincaré écrit ceci dans l'image de la science, la valeur de la science. Il parle de Bertrand. Bertrand est un très grand mathématicien, non, un grand mathématicien, pas très grand, grand mathématicien, beaucoup plus petit que Hermite quand on parle après. Et voici ce qu'il dit. Tout en parlant, M. Bertrand est toujours en action. Tantôt, il semble aux prises avec quelque ennemi extérieur, tantôt il dessine d'un geste de la main les figures qu'il étudie. Évidemment, il voit. Et il cherche à peindre. Et c'est pour cela qu'il appelle le geste à son secours. Et puis, pour M. Hermite, c'est tout le contraire. Ses yeux semblent fuir le contact du monde. Ce n'est pas au dehors, c'est au dedans qu'il cherche la vision de la vérité. Ensuite, il dit, chez nos étudiants, nous remarquons la même différence. Les uns aiment mieux traiter leurs problèmes par l'analyse, les autres par la géométrie. Les premiers sont incapables de voir dans l'espace, les autres se lasseraient promptement de longs calculs et s'y embrouilleraient. Les 2 sortes, c'est un peu le résumé de cet exposé aujourd'hui, est-ce que c'est visible ou pas les mathématiques? Ça dépend oui ou non. Les 2 sortes d'esprits sont également nécessaires au progrès de la science. Les logiciens, comme les intuitifs, on pourrait dire les algébristes comme les géomètres, ont fait de grandes choses que les autres n'auraient pas pu faire. Alors je vais quand même vous montrer un exemple que je trouve intéressant, où les images ont servi directement à la recherche. C'est une petite aventure qui s'est passée dans les années 90, lorsque des objets comme ceci sont arrivés. C'est ce qu'on appelle l'ensemble de Mandelbrot, qui a pu être dessiné, d'ailleurs pas aussi bien que ça au début, parce que les ordinateurs n'étaient pas assez puissants. Ces objets sont arrivés face aux mathématiciens, les images les ont préoccupés, ont essayé de comprendre comment c'était fait, et le travail d'analyse de ces objets, qui, ce n'est pas le but d'aujourd'hui de vous dire comment ça marche, a été accompagné par justement ces images, ces films en l'occurrence. Là, c'est un film que j'ai eu l'occasion de faire avec Aurélien Alvarez et Jos Lès, qui montre un peu qu'il y a toute une fascination dans ces structures microscopiques qui viennent dans tous les sens et qu'il s'agissait de comprendre. Est-ce que les chercheurs de l'époque avaient vraiment besoin de ces images? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ils ont été soutenus par ces images. Donc, en un certain sens, leur recherche a été nourrie, me semble-t-il, par ces images que je trouve assez magnifiques. Plusieurs personnes m'ont dit, quand ils ont vu ces images, qu'ils m'ont demandé qu'est-ce que j'avais fumé en faisant ces images.
Alors maintenant, je vous propose qu'on parle un peu de l'enseignement et du rôle des images dans l'enseignement. Alors, pour ce qui est de l'enseignement, il faut des images fonctionnelles, parce qu'il s'agit de partager quelque chose avec quelqu'un, soit pour communiquer entre deux chercheurs, soit pour enseigner. Je vais prendre l'exemple du théorème de Pythagore. Alors, aussi une petite anecdote. L'anecdote est la suivante. Il n'y a pas très longtemps, je suis passé à constater cette émission à France Inter qui s'appelle La Terre au carré. Et dedans, je me suis un peu lamenté sur le fait que, à nos enfants qui sont en quatrième, on apprend le théorème de Pythagore sous la forme, on leur apprend l'énoncé du théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés. Mais on leur dit rien. Pourquoi c'est vrai? Et je disais, lors de cette émission de radio, je disais que je ne vois pas l'intérêt d'expliquer à des enfants des choses qui sont vraies sans leur dire pourquoi c'est vrai. Alors, il y a eu sur les réseaux sociaux beaucoup de commentaires, et en particulier un certain nombre de profs, j'admire beaucoup les profs, hein, n'allez pas tirer des mauvaises conséquences, un certain nombre de profs ont dit « oui, mais nous, on démontre le théorème de Pythagore ». Alors, certains, à ma connaissance, très peu de profs le font. Mais typiquement, vous avez le genre de preuves qu'on donne quelquefois dans les classes de collège. Regardez ce carré, vous avez 2 fois le même carré, à gauche et à droite. Et puis, il y a des triangles bleu clair, orange et orange foncé. Et puis, vous voyez qu'en déplaçant le triangle bleu en haut, et en le mettant en bas, et puis voilà, comme un puzzle, on reconstruit le carré à partir de la gauche, on reconstruit le carré à droite. Bien sûr, les 2 carrés ont les mêmes dimensions, donc ils ont les mêmes superficies. Donc si je retire de part et d'autre les 4 petits triangles rectangles, il me reste à gauche un carré blanc, et à droite 2 carrés blancs. Et donc, CQFD, la superficie du carré blanc, est égale à la somme des superficies des 2 carrés blancs. Démonstration du théorème de Pythagore. C'est une démonstration, mais est-ce vraiment une démonstration? Si on gratte un peu, on dit que ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il faut encore démontrer que quand on bouge les pièces, ça va bien marcher, que les angles vont être comme il faut, et puis il peut y avoir des erreurs. Je vais vous donner un truc que je trouve bien, c'est un bon souvenir de mon excellent prof de classe de 6e, qui m'avait dit un vendredi soir, « Étienne, regarde donc ça, et dis-moi ce que tu en penses. Tu me donneras la réponse lundi. » Alors, de quoi j'en pensais? Simplement que ça fait 64 égale 65. Parce que vous voyez à droite un carré qui fait 8 cm, ou peut-être 8 décimètres, je ne sais pas, 8 unités sur 8 unités, donc il fait 8 fois 8, 64. Et puis à gauche, vous voyez un rectangle qui fait 5 sur 13. Et donc, il saute aux yeux que 64 égale 65. Et pourtant, ils sont formés, il y a un trapèze vert, il y a un trapèze bleu, il y a un triangle rose, un triangle rouge. Et je me souviens, excellent professeur, il m'avait dit, réfléchis à ça, Étienne, tu diras ce que tu en penses lundi. Je n'avais pas trouvé. Mais l'explication est la suivante, c'est que si on fait mieux le dessin que je ne l'ai fait, on voit qu'il y a un tout petit interstice qui se loge entre le triangle rouge à gauche et le triangle rose, et que finalement, ce tout petit interstice, il fait 1 cm². Ce qui fait qu'effectivement, à droite, il y a 64 cm², à gauche, il y a 65 cm², mais c'est dû au fait qu'il y a cette petite bande blanche qui a 1 cm². Et donc, ça nous donne une bonne leçon. C'est qu'il ne faut pas croire sur parole toutes les démonstrations par puzzle. Il y a des choses à démontrer, il ne suffit pas de dire « regardez, c'est vrai ». Alors, revenons un peu toujours à Pythagore. J'aime beaucoup. Le Pythagore, c'est un peu un théorème emblématique. Il y a des multiples démonstrations. Voici une des premières démonstrations de Pythagore, qu'on voit aussi dans des textes très anciens. Et puis, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est un mathématicien anglais
qui s'appelle Byrne, je ne sais pas comment on prononce Byrne, B-Y-R-N-E, qui a publié une version des éléments d'Euclide intégralement en dessin, presque sans aucune phrase. Voici une page, par exemple, la page où on démontre le théorème de Pythagore. Vous voyez, il démontre le théorème de Pythagore en utilisant le moins de mots possible. Et là, il prend la démonstration originale qu'on trouve dans Euclide. Bon, alors, j'ai presque fini. Je voudrais maintenant vous parler un peu de Montré. Alors, pour Montré, donc plutôt diffusion, divulgation, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas le même travail. Il ne faut pas mélanger le travail de la démonstration du théorème de Pythagore au collège, ou la démonstration du théorème de l'inversion de la sphère, ou ce qu'on peut raconter dans une conférence de diffusion. Alors, je vais vous montrer un exemple qui, moi, m'a donné beaucoup de plaisir à le faire. Il s'agit d'un film que j'ai eu l'occasion de faire avec Joslès et Aurélien Alvarez, où on essaye d'expliquer des choses mathématiques, mais sans trop de démonstration, juste montrer quelques images, pas dans un but pédagogique, même si le premier chapitre de ce film est une présentation très simple de la sphère, des méridiens, des parallèles, des latitudes, des longitudes. Et il est très, très élémentaire, ce premier chapitre, et à tel point que ma fille, qui est prof de géographie au collège, présente souvent ce film à ses élèves en 6e, et elle n'ose pas dire que celui qui parle, c'est moi. Voilà. Allez. Alors, voici quelques images de ce que nous avons fait dans ce film, qui essaye d'illustrer, en l'occurrence, les objets en dimension 3, en dimension 4. Très sincèrement, il ne s'agit pas d'expliquer, il s'agit de montrer. Et ce fut un plaisir. Là, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les cercles de Villarceau. Vous avez un tore, un joli tore de révolution. Quand on a un tore, comme une bouée d'un pneu, vous imaginez bien que si on le coupe dans ce sens-là, il va y avoir deux cercles. Dans ce sens-là, deux cercles. Et ce que Villarceau a compris au XIXe siècle, c'est qu'il y a aussi d'autres manières de couper un tore, par une espèce de qu'on appelle un plan bitangent, et que ça fait des cercles. Alors regardez, c'est très joli en fait. Quand on coupe un tore par un plan, on voit des cercles bitangents. C'est joli, mais dans ce film, on n'explique pas pourquoi. C'est juste montré. Ici, vous avez la projection stéréographique. Et puis, j'ai fini mon exposé, mais pour terminer, je voudrais vous montrer une dernière image. La voici. Il s'agit de ce que les mathématiciens appellent le collier d'Antoine. Antoine était un jeune mathématicien qui avait 22 ans en 1914, qui avait l'ambition de devenir un normalien, qui avait l'ambition de devenir un enseignant, professeur de lycée, et qui, malheureusement, pendant la guerre 14, a été blessé et a perdu la vue. Il a reçu une balle qui l'a rendu aveugle. Et en rentrant chez lui après la guerre 14, il ne savait plus quoi faire. Il dit « je ne peux plus enseigner ». Et il a été voir le grand mathématicien de l'époque, qui s'appelle Lebègue. Et Lebègue lui a dit maintenant que vous êtes aveugle, vous ne pouvez plus enseigner, mais vous pouvez chercher. Et il lui a recommandé comme thème de recherche la topologie. Et Lebègue et Antoine a fait sa thèse sur la topologie, et croirez-vous, il a inventé cet objet qui est extrêmement important dans la topologie de l'espace de dimension 3 et que je ne vais pas vous raconter maintenant. Juste pour terminer, je vais vous faire deux petites citations. La première, c'est ce que Lebègue a dit sur Antoine. Il a dit « Malgré ses brillantes qualités, sans la guerre, M. Antoine n'aurait peut-être jamais fait de travail personnel. Son exemple incite à oser. » Effectivement, c'est quand même culotté pour un aveugle
de se lancer à étudier ce genre d'objets géométriques. Et puis pour terminer aussi, la semaine dernière ici, il y avait un exposé de Stanislas Dehaene sur le cerveau. Et il se trouve que Stanislas Dehaene a cherché à comprendre comment fonctionnent les aveugles, en particulier les mathématiciens aveugles, pour savoir comment ils fonctionnent, étant donné que leurs aires visuelles V1, V2, V3, V4, V5, là, derrière la tête, ne servent à rien en quelque sorte. Eh bien, il a essayé de comprendre si ces aires étaient envahies par les besoins mathématiques. Et ce qu'il a découvert que oui. Et à ce titre, il a mis un de mes amis, Emmanuel Giroux, dans un tube d'IRM pour regarder comment ça marche. Et voici ce qu'a dit Emmanuel Giroux, et ça sera ma dernière phrase, un peu dans l'esprit du Petit Prince. En mathématiques, nous dit Emmanuel Giroux, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec l'esprit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Étienne. Alors, il y a un micro qui va circuler dans la salle. Il y en a même deux. Je suis sûr qu'il y a des questions qui commencent là-haut. Ne me dites pas que vous avez résolu l'hypothèse de Riemann, parce que je ne le croirais pas. Non, je me lancerai pas dans cette affirmation. Alors, juste deux remarques. Je ne sais pas où regarder. Oh, d'accord, oui. Juste deux remarques, mais je voudrais en faire 1000, mais j'en ferai que deux. La première, c'est l'image que vous venez de projeter et qui m'a renvoyé de manière assez stupéfiante à ce que j'ai lu sur la méduse et les représentations artistiques de la méduse. Et on pourrait aussi voir ça dans les taches d'encre, le test de Rorschach. Oui. Et je trouve qu'il y a une très forte similitude. Alors c'est peut-être un pur hasard. Cette dernière image-là ? Oui. Bon, c'était une remarque très générale. Et la deuxième, c'est une révélation que vous m'avez faite. Vous avez dit qu'en fait, au tout début, les représentations étaient totalement détachées du réel. Et pour moi, très modeste, enfin, je dirais rien en mathématiques, j'ai aucune compétence réelle. Mais à un moment donné, je me suis dit que les géomètres et les arpenteurs égyptiens, ils avaient un rapport avec les agriculteurs et leur terrain. Et je me disais que les rectangles, ça pouvait aider à représenter les champs. Et vous avez détruit cette peut-être fausse croyance. Alors, bon, je vais essayer de répondre aux deux questions. La première, c'est intéressant, c'est qu'en effet, un grand nombre d'images mathématiques sont très proches d'objets du réel, à commencer par la slide que tu as produite pour la série de conférences sur les images, qui sont des images de radiolaires ou de bestioles qu'on voit au microscope, et qui n'auraient pas déplu à Platon. Hein, donc, première remarque, c'est qu'en effet, il se trouve, par une espèce de magie que je ne comprends pas bien, que beaucoup d'images mathématiques sont en fait en relation très proche avec des images de la nature. C'est particulièrement vrai pour ce genre d'images qui sont de nature fractale et qu'on voit un peu partout. Vous avez certainement entendu parler de Mandelbrot et des choses de cette nature. Donc ça ne m'étonne pas et je suis d'accord avec vous. Pour la deuxième question, je devrais peut-être commencer par présenter des excuses, puisque vous imaginez bien que quand on fait ce genre de conférence, on est obligé de simplifier, caricaturer, tricher un peu. Et bien sûr, les Égyptiens qui mesuraient les champs, je ne suis pas bien sûr qu'ils étaient capables de calculer la superficie d'un disque, mais en tout cas, c'était des mathématiciens. Est-ce qu'ils faisaient des dessins? Oui, certainement approximatifs. Donc, vous avez raison, j'ai tort. Là-haut. J'ai une question. Vous n'évoquez pas du tout les chiffres. Et quelque part, les chiffres est-ce que les chiffres ne sont pas des premières images d'une représentation d'une idée? Il y a une très belle série sur Arte, là, je ne sais pas si elle passe encore, sur les mathématiques et sur l'invention des chiffres dans différentes cultures. Et voilà, je voulais savoir si c'est hors sujet ou si vous considérez aussi que les chiffres sont des images. Voilà. On aimerait parler de ces questions pendant des heures et des heures, des jours et des jours. Alors le chiffre... Il va de soi que parmi les idées platoniciennes, les chiffres en font partie, bien sûr. Il y a le chiffre 2. Le chiffre 2 n'est qu'une image mentale, n'est pas une image
géométriques. Alors on pourrait parler, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et dont on parlera dans une autre conférence peut-être, c'est de la forme des chiffres. Comment ils sont arrivés, etc. Ça, c'est une aventure passionnante, je pourrais vous en parler si vous voulez. J'ai dû faire des choix. Mais voilà, j'ai fait des choix et oui, j'aurais peut-être dû parler des chiffres. Oui. Mais vous avez raison, bien sûr. Bien sûr. Il y a une question ici. Oui, une petite remarque, l'enseignement de la géométrie descriptive à l'école polytechnique, ça s'est terminé au début des années 70 à peu près. 70 ? Oui, oui. Moi, je l'ai appris à Polytechnique. Mais tout ça a dû être balayé ensuite par l'informatique. Alors justement, dans quelle mesure l'informatique, la possibilité de faire des dessins très facilement, a eu une influence sur l'enseignement des mathématiques, la recherche, etc. C'est une excellente question. Alors, commençons par le début. La géométrie descriptive de Monge, je pensais que c'était plutôt 1960, mais 1970. Je vous crois bien volontiers. Il se trouve que, comme je ne voulais pas faire l'école polytechnique parce que je n'aime pas beaucoup les militaires, qu'à l'époque, il n'y avait que l'école polytechnique où il y avait une épreuve de dessin industriel. Donc je séchais les cours de dessin industriel. Je le regrette beaucoup aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, donc, voilà, peut-être qu'il y a une épreuve. Bon. Alors maintenant, aujourd'hui, bien entendu, il n'y a plus de géométrie descriptive au sens initial du terme, mais très sincèrement, tous les logiciels de dessin ou de conception de géométrie par ordinateur ont considérablement changé la perspective. Par exemple, mais rien qu'un exemple, quand vous voyez que les architectes vous font un plan, et puis vous pouvez le faire tourner dans tous les sens, et puis vous pouvez examiner ce que vous avez fait, rempli les fonctions que vous souhaitez, c'est extraordinaire. Il y a toutes sortes de logiciels qui sont magnifiques et bien entendu font partie aujourd'hui du quotidien du mathématicien appliqué en tout cas. Même au niveau du collège et du lycée, je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel que je trouve vraiment génial, oui génial c'est un mot un peu fort, mais qui est vraiment très très bien pour les collégiens, qui s'appelle GeoGebra. GeoGebra est un logiciel gratuit qui vous permet de vous exprimer géométriquement sur un écran d'ordinateur et c'est, je crois pouvoir dire que pas tous les enfants, il y a des enfants qui n'aiment pas, mais beaucoup d'enfants adorent jouer avec GeoGebra. Et puis il y a bien sûr tous ces logiciels de dessin. Moi j'utilise par exemple pour tous mes dessins, j'utilise un logiciel qui s'appelle Inkscape. Donc oui, je ne regrette pas la géométrie descriptive. J'en profite juste pour faire... Tu nous as parlé de plein de choses, tu nous as parlé de perspectives et des choses comme ça. Il y a aussi tout le côté de la cartographie, la façon de représenter le monde, les façons de représenter le monde, parce que tous les systèmes de projection qui sont des constructions mathématiques, qui sont aussi des façons de présenter et de voir le monde. Oui, bien sûr. Bon, je peux vous faire une petite conjecture, hein, une petite conjecture mathématique. Quand on représente la Terre ou un pays dans une carte de géographie, aucune carte n'est parfaite. Les distances mesurées sur la Terre ne peuvent pas être égales aux distances mesurées sur la carte. Il y a fatalement un défaut. Alors on mesure la qualité de la carte comme étant le pourcentage d'erreur. Le défaut d'une carte, c'est le pourcentage. Si par exemple une carte est à 5%, ça veut dire que les distances mesurées sur la carte sont égales à celles qui sont en réalité à 5% près. Alors on imagine bien que si on a un tout petit pays, on va réussir à le représenter sur une carte avec un tout petit défaut. Mais si c'est un grand pays, il faudra un grand défaut. Et la conjecture est la suivante, si l'un d'entre vous connaît la solution, je suis preneur. La conjecture est la suivante. Pour tout pays, il devrait exister une carte qui est précise à epsilon près, où epsilon est la superficie du pays relative à la superficie de la Terre. Exemple, les États-Unis d'Amérique, pays puissant s'il en est, représentent 1% de la surface de la Terre. Et pourtant, la meilleure carte connue à ce jour est précise à 2% près. La conjecture que j'ai citée devrait permettre l'existence d'une carte à 1% près. Alors trouvez-la, ça m'intéresse.
Ok, alors, où est-ce qu'on est là? On monte. Là-haut, tout là-haut, là-haut, là-haut. Bonsoir. Oui. J'ai une question sur le sujet, les images, leur rôle dans l'enseignement, en fait, dans l'éducation nationale. Oui. Et là, aujourd'hui, je pense qu'en fait, en France, on voit que dans l'éducation nationale, on parle d'une baisse de niveau de mathématiques. Oui. Il y a aussi le sujet, on peut dire, entre les filles et les garçons. Oui. Et vous avez cité que, par exemple, un très, très grand mathématicien comme Dieudonné, lui, il pense que l'image, ce n'est pas très utile. Oui. Moi, je pense que c'est utile pour le grand public, pour les enfants, les images. C'est un peu pour cela que, par exemple, Aurélien Alvarez, moi, je travaille avec lui sur un projet, je dis, voilà, pour utiliser les images, pour vulgariser, mais aussi, surtout, en fait, à travers des objets d'art, pour attirer l'attention des enfants, pour mieux comprendre. Ben, on représente les images via les vitraux, via les foulards, etc. Voilà. Comment vous voyez ça? C'est-à-dire les images comme un outil très important pour, on peut dire, redresser le niveau des maths chez les enfants. Je suis bien sûr totalement d'accord avec vous. Totalement. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais à l'école primaire, il existait, je ne sais pas si c'était une discipline où on faisait des frises. On dessinait des frises et des petits dessins. On faisait des pliages de papier ou des choses comme ça. Tout ça a disparu. Effectivement, si vous consultez les manuels scolaires des années, même jusqu'aux années 60, juste avant les maths modernes, on voit que ces manuels s'étaient largement illustrés de petits dessins et de petits exercices sympas autour de la géométrie qui ont totalement disparu. Je vais vous donner un exemple d'un exercice. Un exercice, pour le coup, je connais la solution. Et je l'ai fait avec des enfants, c'est assez intéressant. Vous prenez un triangle en carton, et ce triangle n'est rien du tout, quoi. Il n'est ni rectangle, ni isocèle, ni équilatéral. Et puis vous le projetez vous le mettez dans un faisceau lumineux d'un projecteur, et vous le projetez sur un écran. Alors vous allez bien sûr voir un triangle qui n'aura pas la même forme que le triangle initial, suivant la façon dont vous placez le triangle. Et l'exercice consiste à dire, vous pouvez placer le triangle de façon à ce que sa projection devienne équilatérale. N'importe quel triangle peut être considéré comme équilatéral si on le projette convenablement. Ça, j'ai vu ça dans un livre de CM2, 1950. Alors, en fait, c'était un exercice, on peut commencer par le faire l'exercice soi-même, voir comment ça marche. Et puis, pour compléter le truc, j'ai eu l'occasion de faire, il y a quelques années, un exposé sur Gérard Desargues, dont je vous parlais tout à l'heure, le sieur lyonnais. Et il y avait dans mon public à la fois des mathématiciens et des artistes. Et je leur ai posé la question suivante. Est-ce qu'avec un quadrilatère en carton, je peux le placer convenablement dans le faisceau lumineux pour que la projection soit un carré? Et alors, j'ai fait voter l'assistance. Eh bien, je peux vous dire que tous les mathématiciens agrégés et tout se sont trompés et tous les artistes avaient raison. Oui, c'est possible. On peut transformer n'importe quel quadrilatère en un carré par projection. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, ça montrait une espèce de défaillance de notre système éducatif face à l'image, face à la perception visuelle, face à la perspective. Donc pour répondre à votre question, oui, vous avez raison. Alors il y a encore plein de questions. J'en prends encore une ici. Il y en a deux. On va encore en prendre deux ici. Ok. En fait, j'avais l'impression que c'est moi ici. C'est bon. Oui. Voilà. Que tout ce que vous nous avez montré se passait en dimension finie. Et je me demande en réalité s'il n'y a pas une limite. C'est quand on se passe en dimension infinie, ce qui rejoint en fait votre dernière citation. Vous avez bien raison. Sauf que voilà, nous avons, par notre éducation et par la physique qui nous entoure,
une appétence pour la dimension 2, qui est le fond de notre œil, ou la dimension 3, quand on touche des statues ou des choses comme ça. La dimension 4 est plus difficile à aborder, et d'ailleurs c'est le thème du film que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on peut se faire une espèce d'intuition, mais j'ai coutume de dire, j'en parle souvent avec Emmanuel Giraud, dont je parlais à la fin, qu'à partir d'un certain moment, cette géométrie dans les grandes dimensions, elle ne peut se faire que les yeux fermés. Hein, alors après, il faut avoir conscience des analogies. Il y a des trucs qui marchent en dimension 3, pas en dimension 4. Vous savez peut-être que les choses commencent à se compliquer à partir de la dimension 5. Enfin voilà, vous avez raison qu'il faut se forger une intuition différente. Mais vous savez, en physique quantique aussi, il faut bien qu'il se fasse à l'idée que la logique quantique et la logique que nous avons, nous, appris à l'école n'est pas la même. Donc il faut lutter contre ces évidences. Mais vous avez parfaitement raison. Je remarque qu'il y a... Je suis ici. Qu'il y a... Pardon. Excusez les trucs dans les yeux, là. Plus de 50% de femmes dans cet amphithéâtre, d'après mes calculs rapides, alors qu'on n'arrive pas à dépasser 20% à l'école polytechnique et même seulement 15% dans la dernière promotion. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je ne l'explique pas. Mais c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'explique pour des raisons extrêmement culturelles et sociales. Hein. Alors, puisqu'on parle de géométrie, vous connaissez cette... je crois que c'est un fait, c'est pas une imagination, c'est vrai. Cette expérience, on peut dire de psychologie, qui consiste à donner à une classe, je crois que c'est plutôt en 6e, on donne un problème de géométrie à une classe de 6e, et on regarde les résultats, et là, les garçons réussissent bien mieux. Et puis, dans une classe analogue, on donne le même problème, sauf qu'on ne dit pas que c'est un problème de géométrie, on dit c'est un problème de dessin. Et là, c'est les filles qui s'en sortent mieux. Donc il y a quelque chose comme ça, c'est un fait, d'après ce que j'ai compris, c'est objectif. Ça ne veut pas dire que les filles dessinent mieux et les garçons raisonnent mieux. Ça veut dire simplement que dans notre société, dans notre façon de penser, nous héritons de ces conneries, quoi, hein, qui font qu'on est habitué à ce genre de choses. Donc Polytechnique, ça ira mieux quand la société ira mieux, mais il faut commencer par tous les niveaux, quoi, voilà. Bien sûr. Et encore pire que Polytechnique, il y a l'école normale supérieure, c'est encore moins bien. Hein. Ouais, je crois que l'heure tourne, ça sera le mot de la fin. Merci encore, Étienne. Avant qu'on ne se sépare, j'en profite pour faire 2 ou 3 annonces. La première, c'est que je n'annonce pas la prochaine conférence du cycle parce que c'était la dernière. Merci Étienne d'avoir clos ce cycle et merci à tout le monde d'avoir assisté pour plusieurs des conférences de ce cycle. La deuxième, c'est que Étienne a sorti très récemment un livre et il en a sorti d'autres aussi que vous pourrez acquérir là sur la table qui est à côté de l'estrade et le faire dédicacer par ses bons soins si vous le souhaitez. Et puis je rappelle que comme pour toutes les autres conférences, celle-ci a été filmée, elle sera mise en ligne sur le site de l'Institut très prochainement, ainsi que l'ensemble des conférences du cycle. Merci encore de votre présence.